La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au dernier sommet du G7 qui s'est tenu en Italie. Il est intitulé « La voix de l'Afrique au G7 entendue » avec un point d'interrogation. Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Tunis, Mourad Slami, journaliste et éditorialiste. Mourad Slami est un observateur avisé de la scène politique africaine. Nous serons également accompagnés dans ce numéro dédié au sommet du G7 par Mokran Aitouarabi, responsable de la rubrique politique du quotidien francophone El Watan. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous. Bonjour Mourad Slami. Bonjour. Bonjour, alors à travers vous, je salue toutes nos sœurs et tous nos frères tunisiens. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd. Ouais, parfaitement. Merci à vous et les mêmes souhaits sont partagés pour l'Algérie. Merci d'avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à l'invitation d'Ifriqiya FM, comme à chaque fois que nous vous sollicitons. Bonjour Mokran Aitouarabi. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM et bonjour à votre invité, M. Slami. Alors, bonjour à vous tous, merci d'être là. Alors, messieurs, comme vous le savez, le sommet du G7, 50e du genre, qui réunit, comme son nom l'indique, les 7 pays les plus riches de la planète, a eu lieu du 13 au 15 juin 2024 à Bari, en Italie. La présidence a été assurée par Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de l'Italie, pays assurant la présidence tournante du G7. Alors au menu des discussions notamment la guerre en Ukraine, les relations avec la Chine, mais les États occidentaux ont aussi parlé Afrique, continent qui a été représenté par un groupe de pays triés sur le volet. Alors parmi ces pays, il y avait notamment l'Algérie, la Tunisie, le Kenya, la Mauritanie et l'Égypte. L'Algérie était représentée, rappelons-le, par le président Abdelmadjid Tebboune. Alors, première question, Mourad Slami, elle vous est adressée directement. Dans quel contexte intervient ce 50e sommet du G7 ? Le 50e sommet du G7 intervient surtout dans une situation internationale marquée par la guerre d'Ukraine et ses conséquences économiques à l'échelle internationale. Oui, elle est tendue, mais la situation. Aussi ce qui se passe à Gaza vu du sud, parce que oui. L'angle de vision de ce sommet dépend de la situation où l'on se trouve. Bien sûr, sûr. Pour les pays du Nord, pour les 7 pays riches, ils le voient surtout par rapport à la guerre d'Ukraine et par rapport à la question de la Chine. Oui. D'ailleurs, vous avez bien fait de mentionner cette question de la Chine et de cette tendance à leurs yeux de la suprématie chinoise et des risques et de l'attitude que doivent prendre les pays du G7 par rapport à la Chine. Oui. Ils ont introduit l'Afrique, comme vous l'avez dit, pour résoudre cette question migratoire, cette question de flux migratoires, notamment autour de la Méditerranée, disons dans la Méditerranée centrale notamment, et entre parenthèses, pour annoncer aussi la suite de mon intervention, c'est ce qui explique aussi l'absence du président Saïd, parce que la Tunisie a été... J'allais vous poser la question de toute manière. Hein. Et le président Saïd s'est absenté parce qu'il ne voulait pas être il ne voulait pas compléter le décor qu'a commencé Meloni avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, il y a une année en Tunisie. Le langage utilisé par Meloni et Ursula von der Leyen n'a pas plu durant cette année au président Saïd, et c'est la raison pour laquelle il a fait au dernier moment un volte-face, il n'était pas présent
Il a fait faux bond à ce sommet du G7. À ce sommet pour ne pas aller dans le langage italien, dans le langage qu'on est en train de prêter à ces promesses italiennes et européennes pour régler la question migratoire. Mais de toute manière, nous allons y revenir sur la question migratoire. Oui. Mais nous retiendrons, Mourad Sellami, que la Tunisie était quand même là, elle était représentée par son Premier ministre. Et nous retiendrons aussi que ce sommet du G7, effectivement, comme vous l'avez dit en début d'émission, il intervient dans un contexte de tension internationale, dans un contexte de guerre, dans un contexte de rivalité entre grandes puissances. Et il intervient aussi dans un contexte où l'Afrique est âprement disputée par un certain nombre de grandes puissances et de puissances moyennes. Il intervient aussi dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte économique extrêmement difficile, à la fois pour les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, nous allons développer tout cela. Je vais revenir à vous, Mourad Sellami, dans quelques minutes. Alors, comme Mourad Sellami vient de l'indiquer, donc, Moukran et Touarabi, sur quelle base des pays comme l'Algérie, comme le Kenya ou la Tunisie ont été invités à ce G7 ? Est-ce que l'invitation de pays africains à un sommet du G7 est un fait inédit ou pas ? Non, pas du tout. Les pays, le G7 a toujours réservé une place ou des places à des pays africains. Oui. On se souvient que l'Algérie, par exemple, a déjà participé plusieurs fois à ce sommet depuis début des années 2000. Oui. L'Union africaine aussi elle a sa place et des pays africains sont invités depuis au moins ces 24 dernières années assez régulièrement aux différents sommets du G7. Oui. Le choix donc des participants, des invités est dicté par les conjonctures que traverse le monde lors de la tenue de ces sommets actuellement. Si on voit l'Algérie est fortement présente et fortement représentée par le président Tebboune lors de ce sommet, c'est pas un fait anodin, c'est tout simplement parce que l'Algérie aujourd'hui est un acteur majeur au niveau régional, au niveau méditerranéen, au niveau africain. Sur le plan géopolitique international, nous avons vu l'Algérie se distinguer par son offensive au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que l'Algérie, sur la question palestinienne, même par rapport à d'autres questions qui est au niveau africain. Oui. Par rapport à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, par rapport à la décolonisation de territoires africains qui sont encore sous la colonisation, comme le cas du Sahara occidental, et sur une répartition équitable des richesses, sur la finance internationale, sur beaucoup de questions. L'Algérie, elle est très présente au niveau diplomatique, sur le plan géopolitique. L'Algérie est un pays qui travaille avec tout le monde, c'est un pays non aligné et il a développé ses capacités à dialoguer aussi bien avec les États-Unis d'Amérique qu'avec la Russie et la Chine. C'est un partenaire à la fois des États-Unis, de l'Europe, mais aussi de la Chine, de la Turquie et de la Russie. Voilà, donc la participation, le choix des participants, c'est aussi par rapport à leur poids au niveau régional et international. Oui. Si on a fait appel au Kenyan aussi, le président Kenyan et le président algérien, c'est parce que c'est des partenaires majeurs. Oui. Des membres du G7 d'une manière globale et plus particulièrement de l'Europe et de l'Italie qui accueillent ce sommet. Oui. Alors l'Algérie a pratiquement pratiquement participé à tous les G7 organisés depuis pratiquement les années 2000 à aujourd'hui. Excite la période durant laquelle le défunt président Abdelaziz Bouteflika était convalescent. Et l'Algérie y allait à la fois en tant
tant qu'Algérie, mais aussi en tant que représentante de premier plan de l'Afrique, qui à l'époque avait mis en place, on se souvient, avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le fameux plan du NEPAD. NEPAD, tout à fait, le NEPAD. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle est toujours dans cette logique de défendre les intérêts de l'Afrique. Oui. C'est un continent qui subit une injustice majeure. C'est un continent très riche, mais paradoxalement, les populations africaines sont les plus pauvres de la planète. Donc c'est un combat de longue haleine qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui continue aujourd'hui avec de nouveaux instruments, avec une nouvelle politique prônée par la diplomatie algérienne sous le président Tebboune, qui justement met en avant cette urgence de redonner sa place à l'Afrique sur l'échiquier international. Oui. La voix de l'Afrique à tout point de vue, à la fois sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique, parce qu'il s'agit aussi de l'économie, puisqu'on parle de pays les plus riches de la planète. Oui. Le G7 de l'Italie intervient dans un contexte où justement le pays d'accueil s'est un peu distingué par une nouvelle politique envers l'Afrique, avec notamment ce qu'il propose sur le plan Italie-Afrique à travers le plan Mathieu. Vous savez que en janvier 2024, l'Italie a accueilli un sommet Afrique-Italie, lors duquel elle a invité aussi des représentants de l'Union européenne et lors duquel la Giorgia Meloni justement a présenté ce plan. On va y revenir, Moukran Rabi, justement sur ce plan Matei. Moulad Slami, vous qui êtes en direct depuis Tunis, alors on s'en rend compte, on le remarque, on le constate très fortement. L'Afrique est un continent extrêmement disputé, à la fois un continent que se disputent le G7, le G20, les BRICS. À quoi est dû justement cet intérêt marqué de tous ces rassemblements vis-à-vis de l'Afrique? Tout simplement, essentiellement, parce que l'Afrique est encore un continent plus ou moins vierge. Oui. Dans tous les pays africains, il y a besoin d'infrastructures. Les puissances occidentales ont certes pillé les gisements africains, mais il en reste plein. Oui. La main-d'œuvre, la population africaine jeune a encore est encore sujette à formation, à développement. Les ressources humaines africaines sont actuellement exploitées en Afrique, exploitées en Europe par tous les moyens. Oui. Moi, je vois mal les Européens s'inquiéter de l'immigration irrégulière, alors que je doute fort que les satellites européens ou américains ne voient pas ces embarcations venir en Europe. Et puis, sur le terrain européen lui-même, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont en train de travailler? Je pense que c'est dans l'équation européenne d'emploi, etc. Et ces irréguliers existent. Donc, l'Afrique constitue une manne pour ces pays-là, une manne qu'ils veulent exploiter à leur manière, et heureusement que les Africains se réveillent de plus en plus pour essayer d'organiser leur propre développement. Oui, ils commencent à parler d'une seule voix d'ailleurs. Oui, si Giorgia Meloni parle de plan Matei pour éviter la migration irrégulière et développer des pays pourvoyeurs de migrants, malheureusement, elle n'a pas encore débloqué les fonds, et ils sont énormes, nécessaires pour assurer un tel plan. Donc, si l'Europe, si les autres pays, pas uniquement l'Europe, si la Chine, la Russie, la Turquie et les États-Unis veulent
prendre des intérêts en Afrique, ils n'ont qu'à débourser les fonds nécessaires au développement et on va sur des logiques gagnant-gagnant. Oui, très bien, Mourad Slami. Mourad et toi, Rabi, est-ce que vous avez des éléments à rajouter par rapport à ce que vient de dire Mourad Slami? Alors, l'Afrique est un continent extrêmement disputé. On peut deviner que la raison de cet intérêt prononcé s'explique d'abord par le fait que l'Afrique est un continent immense. C'est 1 milliard, 1,2 milliard. C'est une population d'1,4 milliard d'habitants. Parce que ça augmente ça augmente tout le temps. Donc c'est un marché sur la plus grande, sur le plus grand réservoir de jeunes, de main-d'œuvre. Parce qu'on parle, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle d'économie, la Chine, elle est confrontée à une situation. La Chine, qui est l'atelier du monde aujourd'hui, est confrontée à cette donne de la population qui fait que la population chinoise aujourd'hui, elle est vieillissante. Donc c'est un défi majeur pour le gouvernement chinois. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un pays qui regorge de ressources naturelles, notamment de métaux critiques, qui sont utilisés dans les technologies de pointe qui sont très demandées aujourd'hui pour justement on peut citer le lithium par exemple. Le lithium, il y a beaucoup d'autres, l'or, cobalt, plein d'autres minerais très demandés sur le marché international et c'est pour ça que les pays africains sont très sollicités par toutes les puissances industrielles du monde, de la Chine à l'Italie, en passant par les États-Unis, le Japon. Vous savez qu'il y a maintenant, rien qu'en 2023, il y a eu plusieurs sommets entre des pays émergents, puissance moyenne aux grandes puissances et le continent africain. Vous avez cité le sommet qui s'est tenu en janvier entre l'Italie et l'Afrique. Entre la Corée du Sud, c'est une nouveauté d'ailleurs, qui renseigne sur cette importance de l'Afrique dans l'équation économique mondiale et même géopolitique, d'où l'intérêt accru qu'accorde le G7 à ce continent. Aujourd'hui, vous avez donc l'Afrique, l'a si bien dit notre ami Mourad Slami, est un pays, est un continent vierge. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. C'est un continent qui a besoin de développement, de rattrapage immense sur tous les plans, infrastructure, sur le plan industrie, sur le plan agriculture, mais aussi c'est un continent qui est confronté à des défis du 21e siècle, entre autres le réchauffement climatique qui est induit justement par la pollution produite par les 6 pays riches aujourd'hui qui se sont réunis en Italie. Parce que il faut le dire, l'Afrique est victime justement de plusieurs siècles d'industrialisation. Le résultat, il est là. Et l'Afrique aujourd'hui, le reste du monde, le monde industrialisé, doit payer la facture parce que cette pollution n'a pas été produite par les pays africains. Mais le regard, quand on le voit du Nord, bien évidemment, on cible, on s'intéresse, on courtise l'Afrique par rapport à ses richesses naturelles et par rapport à son potentiel en termes de développement et de croissance. Aujourd'hui, la Chine est une grande puissance. Le monde occidental qui utilisait la Chine comme un atelier de production commence à revoir ses politiques parce que la Chine devient un concurrent redoutable. On le voit sur tous les plans, notamment récemment l'automobile. Et donc, ils cherchent des marchés de substitution pour justement d'autres pays. Il y a des pays en Asie, mais aussi il y a des pays en Afrique pour justement transférer peut-être des investissements qui sont destinés à l'exportation. D'où donc cette forte représentation, cette forte présence du continent africain dans ce G7. L'Afrique aussi, elle est sollicitée pour intégrer d'autres blocs régionaux. On le voit avec la Chine, mais aussi le BRICS. Qui est représenté quand même avec son élargissement avec 3 pays africains qui sont dans les BRICS. Voilà, et cet intérêt va être encore plus important dans les années à venir,
tant le monde a besoin justement de toutes les ressources dont dispose l'Afrique pour continuer son chemin de développement. Très bien, Mokolane Touarabi. Mourad Sellami, alors les pays africains et les représentants des principaux pays africains se sont rendus à Bari en Italie, certainement pour utiliser la tribune offerte par le G7 pour poser un certain nombre de problèmes et de revendications. Alors, quels sont, selon vous, les principaux dossiers posés sur la table par les pays africains? Alors, je rappelle que la Tunisie y était, l'Algérie, la Mauritanie, dont le président est le président en exercice de l'Union africaine. Les principaux dossiers posés par l'Afrique s'établissent surtout au niveau du réchauffement climatique. Oui, alors je crois ça. Oui, je vous en prie, allez-y. Et du question du financement du développement en Afrique. Oui. Parce que oui, allez-y. Parce que l'Afrique peine à trouver un développement qui respecte ses intérêts propres. L'Afrique, en ce moment, lorsqu'on fait une spectrographie de la situation des pays africains, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'hormis quelques pays, c'est-à-dire notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, les autres ne parviennent pas à percer sur le plan développement de leur infrastructure propre. La question, par exemple, de l'autoroute africaine peine. La question de l'infrastructure en général en Afrique peine. Lorsque je parle de l'autoroute africaine, c'est-à-dire qui va de Lagos, disons, à Alger, elle peine parce que les infrastructures propres dans chaque pays africain n'arrivent pas à trouver des financements pour cela. Et ce n'est pas l'argent qui manque dans le monde, mais c'est plutôt la volonté politique de voir ces pays connectés entre eux. La présence de l'Afrique au G7 permet de faire pression pour obtenir ces financements. Pareil financement et pareil surtout décision politique. Parce qu'il faut peser les Africains en se présentant là-bas, essayent de donner un certain temps à leurs revendications. Mais parce que sur le plan réel, ces revendications-là ne sont pas satisfaites. Les Européens, le reste du monde, ne voient que ses intérêts en Afrique, ne cherchent qu'à se lamenter de ces Africains qui viennent d'Afrique pour chercher du travail en Europe. C'est ce souci-là, essentiellement, ce sont ces soucis-là. Bon, la question du réchauffement climatique touche tout le monde, mais on voit ces répercussions en Afrique, parce que c'est vrai que lors des COP 26, 27, etc., les pays du Nord, les pays pourvoyeurs de gaz toxiques paient des contributions. Mais on voit bien que les pays européens achètent les quotas d'Afrique précisément pour se permettre de polluer plus. Donc c'est diverses questions. La position de l'Afrique dans la division internationale du travail doit être révisée. Et elle ne peut être révisée qu'en développant le continent africain, qu'en asseyant de l'infrastructure et en développant le mental des Africains. Parce que les Africains ont aussi besoin de développer l'infrastructure scolaire en Afrique. Bien sûr. Il y a toute une mise à niveau de l'Afrique qui est à opérer, à faire, à réaliser. Et il faut que dans les investissements à travers du monde, il faut prêter attention
aux besoins de l'Afrique sur ce plan-là, quoi. Très bien. Mokhran Touarabi, est-ce que vous avez des éléments à rajouter par rapport à ce que vient de dire notre ami et confrère Moulad Selami? Oui. Quels sont les principaux dossiers sur lesquels les Africains ont particulièrement insisté lors de ce sommet du G7? Le principal point, et c'est le nerf de la guerre, c'est les financements. Oui. Vous savez que l'Afrique est un continent pénalisé par le système financier international, qui le prive d'accéder de manière équitable au crédit, au financement notamment, qui sont destinés à la construction, donc à la création d'infrastructures. Vous savez, beaucoup de pays africains manquent d'infrastructures. Ils accèdent au crédit, mais les taux d'intérêt sont extrêmement exorbitants et injustes, parce que quand on voit le défaut de paiement, le taux de défaut de paiement africain... Le taux d'endettement et le taux de défaut de paiement est incroyable. En Afrique, il est moins important qu'en Amérique du Sud. Et pourtant, il est moins important aussi que dans certaines régions d'Asie. Et pourtant, on inflige à l'Afrique un taux d'intérêt exorbitant, le plus élevé, sous prétexte le risque est élevé. Or, ce n'est pas le cas. Les pays africains l'ont prouvé. Ils ont honoré leur engagement, même dans la douleur, dans la difficulté, avec tous les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Et cet endettement est devenu un instrument de chantage. Un instrument de chantage. Aujourd'hui, les gouvernements doivent choisir quelque part entre consacrer l'argent au développement économique, socio-économique, ou payer le service de la dette. Vous savez qu'en 2024, l'Afrique va dépenser plus de 165 milliards de dollars en service de la dette. Ça renseigne sur le boulet, ce boulet de la dette qui pose. D'ailleurs, il revient dans tous les forums internationaux, pas uniquement au G7, au sein de l'ONU, au sein de la Banque mondiale, et dans tous les forums, même quand il y a des sommets entre le continent africain et des grandes puissances, cette question du financement est soulevée. On peut pas aspirer à la prospérité. On ne peut pas aussi parler à la prospérité partagée quand on crée des mécanismes, des systèmes injustes déjà qui nous défavorisent, qui défavorisent l'Afrique par rapport au reste du monde. Donc les Africains aujourd'hui, et depuis un moment, ne cessent de répéter la nécessité de corriger justement ce système financier international qui a déséquilibré complètement le fonctionnement économique mondial en faveur du plus riche. Voilà, donc les plus riches s'enrichissent davantage et les plus pauvres s'appauvrissent davantage. Et il faudrait donc revoir les choses de sorte à ce que les pays africains puissent accéder à des financements sans qu'ils soient des financements qui les ruinent justement, avec des taux d'intérêt inimaginables et injustifiables. Mais bien sûr, quand on parle de financement, parce qu'il y a beaucoup de défis auxquels sont confrontés les pays africains. Monsieur Selami a parlé de l'éducation, a parlé des défis aussi qui sont liés à la santé, avec toutes les pandémies et les maladies qui se propagent dans ce continent, l'accès au vaccin. Vous vous souvenez, lors du Covid, il y a eu la question qui a été soulevée. Le continent africain Le continent a été le dernier à recevoir les vaccins contre la Covid-19. La Covid-19. Comme ça, à chaque fois, le continent est marginalisé. Il se trouve à la marge, à l'écart du reste du monde, et c'est pas normal, alors que c'est le continent qui c'est l'avenir du monde aujourd'hui, l'Afrique. Sur tous les plans, sur le plan croissance économique, sur le plan réserve naturelle, sur le plan réserve de main-d'œuvre, même sur le plan de l'alternative qu'on essaye de trouver à ce réchauffement climatique avec les énergies renouvelables, les énergies propres et tout. C'est un gisement, c'est une pile. L'Afrique, c'est la pile du monde avec tout ça. Donc, les pays africains aujourd'hui, ils ont besoin
justement d'un partenariat équitable pour une prospérité partagée qui viendrait de partenaires sérieux qui voudraient justement partager leur savoir-faire, leur intelligence avec les pays africains et profiter un peu de ces ressources naturelles et toutes les ressources dont regorge ce continent. Lors du sommet de la BAD qui s'est tenu en 2018 en Corée du Sud, les participants, les chefs d'État africains qui ont participé, ils ont soulevé aussi le problème. Pourquoi on prend la matière première africaine, on la prend à l'état brut, après on la transforme ailleurs et on la renvoie sur le marché africain avec une grande plus-value. Et ça ne profite pas aux Africains. Si on prend le cas par exemple de l'or qui est extrait en Afrique et qui représente à peu près annuellement un marché de 300 milliards de dollars et qui profite à 4% uniquement aux Africains. Le déséquilibre est énorme. Et il est énorme, effectivement. Mourad Selami, vous êtes toujours avec nous depuis Tunis? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Alors, la représentante ou la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, alors a profité de ce sommet pour dire que l'Italie veut créer un pont entre l'Europe et l'Afrique et compte profiter du sommet justement pour mettre en avant son plan de développement et de coopération avec l'Afrique, qui vise notamment à réduire l'immigration clandestine en Europe. Alors, dans son discours inaugural, Giorgia Meloni a fait observer que le choix de la région de Bari ou des Pouilles, une région de la côte sud-est de l'Italie, symbolisait une main tendue vers le sud. Alors, elle a dit, je cite, « En tant que présidente du G7, l'Italie veut donner plus d'espace aux autres continents qui jouent un rôle essentiel pour notre avenir, notamment l'Afrique, compte tenu de toutes les opportunités et les défis qu'offre ce continent. Nous nous devons d'adopter une approche différente de celle du passé », a-t-elle déclaré. Alors, est-ce que vous pensez que ce sommet du G7 a quelque peu apporté des réponses aux attentes des Africains? À mon avis, pas vraiment, disons, sous l'angle précisément de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni veut surtout vendre vendre ses promesses. En plus de ce que vous avez dit, elle a dit aussi, le groupe des 7 n'est pas une forteresse fermée, mais sur elle-même, mais une offre de valeur qui s'ouvre sur le monde entier. Donc, elle veut vendre cette main tendue. Mais sur le plan pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas apporté les fonds nécessaires pour meubler cette main tendue. Parce que comme l'a dit notre ami Mokran, comme l'a dit notre ami Mokran, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les fonds sont les nerfs de tout process de développement. Exact. Et d'ailleurs, la Tunisie et l'Algérie sont certes des pays frères et amis. Les présidents Tebboune et Kais Saïd sont plus que frères. Mais si Kais Saïd, si le président Saïd a préféré envoyer son Premier ministre. Il a préféré envoyer son Premier ministre parce que si l'Algérie peut négocier avec les G7 en position de force, vu son rôle géostratégique, vu le fait qu'elle a plus que besoin du gaz algérien, etc. Donc la Tunisie n'est malheureusement pas dans le même cas. Je crois que la Tunisie et l'Union européenne sont en désaccord sur la question de l'immigration clandestine. Voilà, essentiellement sur la question de la migration clandestine et finalement le leader de l'Europe sur la question de la migration clandestine, c'est Giorgia Meloni. Kais Saïd a préféré
ne pas boucler, disons, le schéma proposé par Meloni pour la migration clandestine. Alors la Tunisie, si j'ai bien compris, estime que l'offre de l'Union européenne aux Africains pour atténuer, enrayer le phénomène de l'immigration clandestine n'est pas attrayante du tout. Oui, elle n'est pas attrayante vu qu'on n'a pas mis les fonds nécessaires. Oui. L'Union européenne a donné à la Turquie 5 milliards d'euros pour retenir les migrants syriens. Oui. Alors... Et pour l'Afrique, elle a proposé des miettes, des centaines de millions. Quoi. Alors on ne peut pas d'un côté dire que l'Afrique est importante pour l'avenir de l'Europe et de l'autre côté ne pas mettre les moyens pour que l'Afrique justement prenne en charge ces différentes questions, ces différents problèmes, à commencer par la question des départs des migrants. Oui, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que Meloni a plutôt cherché sur cette question migratoire, a plutôt cherché à faire du show et essayer de balancer à la Tunisie. D'ailleurs, la Tunisie a renvoyé 60 millions d'euros dedans qui ont été donnés, c'est en octobre 2023, dedans qu'ils ont donné à la Tunisie. Mais finalement, la Tunisie et l'Afrique en général ne cherchent pas l'aumône. Ils cherchent à être des acteurs actifs dans cette dynamique de développement. Et pourtant, c'est ce que disait Meloni, reconnaît que, alors je cite, dans son discours inaugural, « Nous comprenons tous que l'Afrique ne cherche pas la charité », a dit la chef du gouvernement italien au sommet du G7. Elle demande, c'est-à-dire l'Afrique, la possibilité d'être compétitive sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas possible sans infrastructure. Nous le comprenons donc et nous savons que c'est la priorité sur laquelle nous devons travailler. Alors, on a l'impression, les discours sont là, l'offre, elle est là, etc. Mais vous, en tant que professionnel des médias en Tunisie, vous pointez le fait que, tout cela n'est pas suivi d'effet sur le terrain. Je vous explique une chose. Oui. Ces propos de Meloni, ces mêmes propos de Meloni, elle les a calqués sur le discours de Kais Saïed la première fois qu'elle était venue en Tunisie en juin 2023. Oui. Qu'a fait Meloni? Meloni a pris les mêmes propos de Kais Saïed et elle les a calqués dans son discours à elle pour proposer un mémorandum d'accord sur la question migratoire avec la Tunisie. Depuis de juin 2023, nous sommes en juin 2024, qu'a proposé Madame Meloni, en plus de ce calcage de propos disant qu'ils veulent développer les pays du Sud. Nous sommes donc d'accord sur les slogans, on est parfaitement d'accord. Y compris sur les objectifs, mais les moyens ne suivent pas. Oui, mais les moyens ne suivent pas. Et c'est la raison pour laquelle le président Saïd n'a pas voulu être là, spécialement pour cette question migratoire. Parce que pour le reste, le discours d'Ahmed Hacheni, du chef du gouvernement, a repris les mêmes propos, etc. Et nous comprenons parfaitement que les autres pays, nous sommes le pays le plus touché dans cette question migratoire. Oui, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte. Oui, mais la Tunisie spécialement parce que nous sommes à 150 bornes de l'Italie. De Lampedusa, donc c'est tout près. Et le gros du flux migratoire de l'Afrique vers l'Europe. L'Italie se passe, disons, plus de 50% passe par la Tunisie. Donc c'est la raison, c'est ce qui a fait la délicatesse de la position tunisienne dans ce dossier. Mais nous continuons, l'Afrique, les pays africains continuent leur quête d'un avenir meilleur, continuent à réclamer effectivement, réclamer que Meloni finalement met les mains dans la poche de toute l'Europe. Oui, Meloni et l'Union européenne de manière générale, effectivement. De manière générale, pour effectivement réaliser, pour
mettre les fonds nécessaires à réaliser tout ce développement promis pour l'Afrique. Merci beaucoup, Mourad Selami. Il nous reste quand même une petite poignée de minutes. Mourad et toi, Rabib, donc, excite cette question de l'immigration qui visiblement n'a pas vraiment trouvé d'arrangement entre les différents intervenants. Est-ce que ce sommet du G7, est-ce que l'Afrique sort quand même avec quelque chose de ce sommet du G7? Bon, on a quand même annoncé un plan d'investissement dans les infrastructures, notamment de plusieurs milliards de dollars. Dans la continuité de ce fameux... Je crois qu'il a été annoncé la construction d'une ligne de chemin de fer qui doit relayer l'Afrique du Sud et l'Afrique australe et l'Afrique centrale dans les prochaines années. Ça rentre dans le cadre du partenariat G7 pour les infrastructures mondiales, qui vise justement à contrer un peu les fameuses routes de la soie de la Chine. Oui. Donc c'est une réponse à ça. Donc les pays du G7 ont décidé de dégager de l'argent pour financer des projets d'infrastructure en Afrique. Ils ont annoncé ça. Et je crois que le plan Mattei a été aussi intégré dans le programme. Déjà, il y a des projets pilotes lancés dans plusieurs pays, dans l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, et vous avez aussi le Mozambique. Mais effectivement, on est loin des attentes des Africains. Les Africains attendent pour voir concrètement, parce que les promesses... Oui. ne règlent pas les problèmes. Il y a eu déjà par le passé des promesses non tenues. C'est pas la première fois que le G7 ou les grands riches du monde font justement des promesses. Mais les Africains attendent pour voir. Oui. Alors, je crois que nous avons encore quelques minutes. En quoi consiste exactement l'offre du G7 à l'Afrique? Est-ce qu'il y a maintenant cette fois-ci des promesses fermes? Globalement, on est resté dans les principes, projets concrets. On n'a pas annoncé des projets concrets à part financer certains projets d'infrastructure. Oui. Mais il y a un engagement pour poursuivre les efforts afin d'aider les pays africains à faire face au réchauffement climatique dans le cadre de projets d'énergie renouvelable en Afrique. Il y a aussi des projets qui sont destinés à assurer un tant soit peu la sécurité alimentaire des pays africains, donc en renforçant, en aidant l'agriculture africaine à se moderniser, à s'industrialiser, à sortir des procédés anciens qui font que la production elle est minime, elle n'est pas suffisante. Avec des nouvelles technologies, en intégrant l'intelligence artificielle, il y a d'autres projets de partenariat qui rentrent aussi dans le cadre du renforcement de la résilience de l'Afrique face aux problèmes de santé, à lutter contre certaines maladies persistantes en Afrique. Il y a aussi des projets de formation. Mais l'un des points et l'une des revendications des pays africains, à savoir d'aller vers la création d'une industrie de transformation en Afrique pour que la matière première, du moins une bonne partie, soit transformée en Afrique au lieu de l'envoyer ailleurs. Et pour le moment, il n'y a pas de... Donc on est encore dans des génériques qui attendent d'être formalisés sur le terrain pour voir plus clair les intentions des uns et des autres par rapport à ce continent. Mais tout à l'heure, Mourad Selami l'avait brièvement évoqué. Il y a quand même la question de l'énergie qui a été posée lors de ce sommet du G7. Et maintenant, on comprend aussi l'insistance de Giorgia Meloni pour inviter des pays africains comme l'Algérie, parce que on croit savoir que l'Italie veut devenir aussi un hub en matière d'énergie. Là, c'est l'ambition de Giorgia Meloni, qui d'ailleurs, dans le choix, quand on voit, il y a le Kenyan, il y a l'Algérien, donc le président Tebboune et William Ruto, voilà. William Ruto, le président du Kenya. Le président du Kenya, voilà.
on constate que, en fait, il y a le cachet de l'Italie dans ce G7. Oui. Il y a Giorgia Meloni, d'ailleurs, tous les médias l'ont relevé. C'est un grand succès pour elle, ce sommet. Aujourd'hui, l'Europe, elle est confrontée à un problème majeur qui est l'alimentation, la ressource énergétique avec l'enlisement, la persistance du conflit en Ukraine, qui pénalise lourdement l'Europe sur le plan énergétique parce que elle est privée de l'énergie russe. Et donc elle cherche une alternative durable. Elle cherche durable. Une alternative qui est difficile, mais qui est le premier donc à être sollicité sur le continent africain de par la proximité avec l'Europe. À commencer par l'Algérie, qui est un grand qui est là. Il y a la Libye, même si la Libye, vous savez qu'elle est dans une situation de crise qui persiste, donc n'a pas pu être invitée, mais c'est aussi un acteur majeur. Il y a l'Algérie qui est le premier acteur sur le plan énergétique et le premier fournisseur actuellement africain de l'Europe en termes d'énergie. Alors aujourd'hui c'est le gaz et demain ce sera peut-être aussi l'hydrogène. L'hydrogène avec le fameux projet qui va relier l'Algérie à l'Italie, l'hydrogène vert, qui est aussi une option future en termes d'énergie très très prometteuse. Mais du coup, et l'Algérie aussi, je tiens à relever ça, a lancé le fameux projet de gazoduc qui va relier le Nigeria, qui est un grand producteur d'hydrocarbures, à travers le Niger et l'Algérie pour alimenter l'Europe. Donc l'Algérie aujourd'hui, en plus de ses ressources énergétiques qui sont là et qu'elle est en train de développer, elle est aussi un acteur au niveau africain, avec des partenariats avec d'autres producteurs qui sont encore plus loin de l'Europe, mais qui peuvent justement, à travers un partenariat avec l'Algérie, pouvoir atteindre le marché européen. Oui, des gazoducs, rappelons-le, dont certains passent aussi par la Tunisie, donc qui aussi revêt à un point aussi dans l'échiquier énergétique régional. Sur le plan énergétique, et l'Algérie aussi recèle un réservoir d'énergie solaire incroyable. C'est l'un des plus importants au monde. Le taux d'ensoleillement en Algérie est le plus élevé actuellement dans la région. Alors, Moukhala Touarabi, il faut en convenir que même si toutes les doléances des pays africains n'ont pas été satisfaites, la participation de pays africains à ce sommet du G7 est quand même positive parce que, les pays qui y ont participé ont confirmé leur poids géopolitique, leur poids géoénergétique. Le président Tebboune a eu la possibilité de rencontrer les grands de ce monde, pour ainsi dire. On retiendra les échanges avec le président américain, avec le Canadien, avec bien sûr le Français. Il y a eu un tête-à-tête avec Giorgia Meloni, bien évidemment. Oui, qui est un partenaire de premier plan de l'Algérie. Exactement. Avec le président turc, avec le président brésilien, le président français Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron, le Charles Michel de l'Union européenne. Donc, il y a eu quand même beaucoup de rencontres avec des pays, des poids lourds de l'économie mondiale. Et c'est avec ces gens-là qu'on peut effectivement faire avancer certains dossiers. En même temps, faire entendre la voix de l'Afrique par rapport à ce qu'attend justement des grandes puissances. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est courtisée de partout. Et voilà, les membres du G7, s'ils veulent rester en Afrique, et bien évidemment, ils doivent faire un effort selon justement les besoins et les réclamations des dirigeants africains. Merci beaucoup, Moukhala Touarabi. Je crois que nous avons dépassé allègrement le temps qui était imparti à l'émission. Mais ça prouve que le sujet intéresse beaucoup, qu'il est très important, un sujet que nous n'avons pas épuisé. Raison pour laquelle nous pourrions éventuellement y revenir lors de nos prochaines émissions. Mais en attendant, comme nous avons dépassé le temps qui est imparti à l'émission, donc nous allons rendre l'antenne. Alors nous avons juste le temps de remercier Mourad Selami pour avoir eu la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui lors de ce numéro de Grand Angle. Merci Mourad Selami. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Tunis.
Merci à vous. J'espère que vous serez encore avec nous lors de nos prochains numéros. Inch'Allah. En tout cas, l'invitation est lancée. Merci Mqrana Touarabi. Je rappelle que vous êtes chef de la rubrique politique du quotidien Al-Watan. Vous interveniez en direct depuis les studios des Ifriqiya FM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Alors nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Sinchafaoui. À la réalisation, il y avait Khaled. À la console technique, il y avait Mustapha et Ayman. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir veillé au bon fonctionnement, au bon déroulement de l'émission. Je remercie également le service multimédia d'Ifriqiya FM qui fait beaucoup pour rendre visibles nos émissions. Alors nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.